Madame la Présidente. Je donne la parole à Madame Simonet. Tu parles quand, toi? J'hallucine. Tu comptes parler... Non, pardon, parce qu'il y avait une inversion, excusez-moi, et je ne veux pas... voilà, j'avais donné mon accord pour une inversion de 2 prises de parole, et donc c'est au tour de Madame Céline Boulay-Esperonnier pour le groupe PPCI, et ensuite Madame Simonet. Voilà. Merci Madame la maire, mes chers collègues. Cette discussion autour de la politique culturelle de la ville de Paris est un moment important pour notre Assemblée. Comme le dit Éric Orsena dans son excellent rapport « Voyage au pays des bibliothèques », la culture n'est pas une simple ligne sur un budget, c'est un élan collectif singulier. Autrefois évalué à tort comme un sujet secondaire, l'accès à la culture pour tous est plus que jamais synonyme d'accès au savoir et demeure, chacun s'en rend compte, un grand facteur de cohésion sociale. Je souligne ici le mot « accès » car c'est bien de cela que les élus parisiens que nous sommes doivent traiter. L'action publique dans ce domaine doit s'attacher à réduire les fractures de la société et en déterminer l'évolution. Il n'y a par conséquent rien d'anodin ni dans le respect de l'héritage transmis par les Parisiens d'hier, ni dans la définition du patrimoine que nous transmettrons aux Parisiens de demain. La culture n'appartient pas à tel ou tel, elle nous est confiée momentanément et nous avons le devoir d'en prendre un soin tout particulier. Pour s'assurer que la culture soit ouverte à tous, quel que soit l'âge, l'adresse, la condition socio-économique et l'appartenance communautaire, il est nécessaire de prendre de la hauteur et adopter une attitude visionnaire. Cette ambition, l'exécutif semble la partager. Toutefois, si nous reconnaissons la prise en considération de ces enjeux fondamentaux, le bilan et les mesures qui sont aujourd'hui évoquées révèlent quelques erreurs d'évaluation. À Paris, peut-être plus qu'ailleurs, l'exploitation du capital historique et culturel est un gage d'attractivité économique. Chaque année, plus de 30 millions de touristes viennent à la découverte de la ville lumière. Nous nous félicitons d'ailleurs des effets plus que positifs de la création de Paris Musée sur la fréquentation des musées parisiens. Les investissements de la mairie doivent en effet être à la hauteur de la proéminence de la marque Paris dans le monde. Pour continuer à promouvoir cette dernière et maintenir en l'état son statut de capitale culturelle, nous devons commencer par garantir la survie du vieux Paris. La protection des édifices religieux, la rénovation de nos églises sont une priorité incontournable de notre patrimoine. Pourtant, le plan actuel, qualifié d'ambitieux par l'exécutif, est aujourd'hui grandement insuffisant pour réaliser les travaux nécessaires et les maigres 80 millions du PIM ne suffiront pas à les sauver. La communication de l'exécutif citait Aragon, permettez-moi de reprendre les mots d'André Malraux qui écrivait « La culture ne s'hérite pas, elle se conquiert ». C'est avec ces mots en tête que doit être menée la recherche intensive d'investissements privés. Le travail du Fonds pour Paris doit, en ce sens, être renforcé et élargi auprès de plusieurs interlocuteurs. Le développement du mécénat correspond de plus en plus à un souhait de la société civile. L'engouement des entreprises est d'ailleurs à la hauteur de cette attente, puisque 79% des mécènes annoncent des perspectives annuelles positives, leur permettant de stabiliser, voire d'augmenter leur budget dédié à l'activité culturelle. Dans cet esprit, les plus grandes entreprises, bien qu'aujourd'hui de plus en plus enclines à créer leur propre fondation culturelle, doivent continuer à être sollicitées et récompensées de leurs initiatives de partenariat public-privé. L'exécutif a exprimé sa volonté de rendre chaque Parisien acteur de la culture plutôt que consommateur de produits culturels. Je partage cette vision et je pense que le meilleur moyen de mettre cet idéal en pratique est le développement du mécénat de proximité ou crowdfunding culturel qui consiste à amener un grand nombre de personnes à participer à l'élaboration, en termes économiques et financiers, d'un projet. Ce dernier permettrait de venir en aide aux petits musées dont les grands investisseurs tentent à se détourner et qui sont pourtant si essentiels à l'intégrité de notre ville. Je pense par exemple au musée de la Poupée dans le 3e arrondissement, forcé de fermer ses portes en 2017. Le musée des Beaux-Arts de Rennes est parvenu à finaliser l'acquisition de Saint-Just-Thaddée grâce au mécénat de proximité. Pour couvrir le prix de vente, 300 000 € demandés par la galerie, l'État a apporté 100 000 €, la ville de Rennes 140 000 et les 60 000 € restants ont été rassemblés par le biais d'une souscription publique. Chacun était invité à apporter sa contribution à un fonds de dotation créé pour la circonstance, mais à partir d'1 €. Autre exemple parisien cette fois, l'opération de crowdfunding au profit de la restauration de l'orgue Cavalier-Coll de l'église Notre-Dame d'Auteuil dans le 16e arrondissement a été une réussite pour cet orgue merveilleux que nous allons inaugurer dans les semaines qui viennent après des mois de chantier de relevage. Des années. Le succès de ces opérations, associé à l'engouement incontestable des Parisiens pour les journées du patrimoine, mettent en évidence la volonté des riverains de se familiariser avec l'histoire et la valeur culturelle des bâtiments qui les entourent. Ce n'est pas nouveau, mais cette tendance tend à s'accroître.
Nous en avons eu un bel exemple très récemment avec le succès rencontré lors de l'exposition temporaire sur Hector Guimard dans l'hôtel Mézara dans le 16e. Avec le concours de PME, TPE et commerces de quartier, ces initiatives de journées portes ouvertes pourraient devenir source de financement participatif conséquent, assurant la pérennisation des lieux culturels de proximité. Cela serait une opportunité de rendre Paris aux Parisiens en les impliquant dans la protection du patrimoine de leur arrondissement. De plus, le mécénat de compétences, qui consiste à mettre à disposition des collaborateurs d'entreprises pour réaliser des actions d'intérêt général au profit d'associations à but non lucratif, doit également être encouragé et promu auprès des entreprises de proximité parisiennes. Le patrimoine culturel, c'est aussi le respect de l'intégrité de l'architecture préexistante. Accueillir la création est un gage de modernité, mais cela doit, autant que possible, donner lieu à la recherche d'un consensus. Certes, le consensus est rendu complexe par la nature même de l'expression artistique, mais demeure important lorsqu'il est question d'aménagement public auquel les citoyens sont confrontés quotidiennement. Je pense par exemple à la possible installation du bouquet de tulipes de Jeff Koons sur le parvis du palais de Tokyo. Bien qu'honorés de l'offre de l'artiste et admirateurs de son œuvre dans un autre contexte, les habitants du 16e s'inquiètent de voir ce projet faramineux d'art moderne installé de façon permanente dans un lieu rendant par son architecture hommage à une inspiration plus classique. Entravant la perspective entre le palais de Tokyo et la tour Eiffel, ce bouquet de tulipes haut de 10 mètres, large de 8 et pesant 27 tonnes pourrait, je dis bien pourrait, dénaturer la cohésion architecturale d'un endroit emblématique de Paris. Il ne doit pas, en effet, y avoir une dichotomie entre le discours de la mairie de Paris prônant la cohésion territoriale et son mode de fonctionnement encore beaucoup trop centralisé. Autre sujet primordial, l'accès à la lecture développé dans le plan Lire à Paris doit être renforcé sur la base des préconisations du rapport Orsenna. Par-delà la nécessité d'étendre les horaires d'ouverture des bibliothèques publiques et universitaires, sur laquelle mon collègue Thierry Audan s'exprimera plus longuement, la municipalité doit se mobiliser pour, je cite, « développer partout tous les outils qui permettent aux livres, aux textes de se projeter hors les murs ». Cela est notamment le cas des boîtes à lire qui rassemblent tous les éléments permettant de faciliter l'accès à la lecture, liberté, gratuité, proximité. Toutes ces initiatives liées au concept du livre nomade doivent être démultipliées. Cela commence par l'installation de boîtes à lire supplémentaires dans tous les arrondissements de la capitale. Il est ensuite indispensable d'assurer l'entretien de ces lieux de partage et de s'assurer qu'ils ne soient pas dégradés ni pris à tort pour des poubelles de recyclage. Une action est nécessaire pour en assurer non seulement la quantité, mais également la qualité. Autre sujet, la méthode de contractualisation avec les mairies d'arrondissement au domaine culturel est une bonne idée, mais nous devons souligner le manque de moyens humains rendant l'animation culturelle locale de plus en plus compliquée à organiser et à maintenir. J'ai personnellement attiré plusieurs fois l'attention de l'exécutif sur le manque de moyens humains en faveur de l'animation culturelle de proximité au sein des arrondissements, indispensable car elle prend en compte les spécificités locales. Cette dernière représente à la fois une porte d'accès à la culture au sens le plus large du terme et permet de faire vivre le caractère humain et intergénérationnel de l'échange culturel. En d'autres termes, au-delà de l'effet d'annonce, donner de vrais moyens aux mairies d'arrondissement pour animer. L'effort de décentralisation de la politique culturelle doit être renforcé. Cette contractualisation semble montrer que la mairie de Paris a enfin entendu cette demande, mais cet effort doit se concrétiser rapidement et durablement. Enfin, à l'aune du lancement des phases d'expérimentation gouvernementale du Pass Culture, les initiatives des dernières années de création du Pass de même type dans plusieurs arrondissements parisiens, 16e, 19, 11e, 12e et 17e, sont une nouvelle fois à souligner et à applaudir. Il est toutefois nécessaire que ces dispositifs soient systématiquement élargis et non réservés aux seuls étudiants et jeunes de moins de 25 ans. En effet, nombre de nos aînés retraités dans des situations financières précaires doivent bénéficier du même accès à l'activité culturelle. Cette uniformisation est garante du lien intergénérationnel et de la nécessité de rendre à la culture sa vocation profonde, qui n'est autre que de rassembler. En conclusion, le souci de l'attractivité du territoire parisien pour les artistes du monde entier, la volonté d'animer le patrimoine culturel et architectural, le désir d'ouvrir la voie à l'innovation, l'engagement à travailler de concert avec les arrondissements et plus encore la promotion du plan Lire à Paris sont autant d'initiatives auxquelles nous ne pouvons que souscrire. Mais je me dois de souligner que la politique culturelle, élément clé de l'attractivité de Paris, est indissociable de toutes les autres politiques qui doivent être menées par la mairie de Paris. Une ville propre où la circulation est aisée
et la sécurité assurée est consubstantielle à une politique culturelle d'envergure. Je vous remercie. Merci.